L'entendement qu'à l'Organisation internationale de la francophonie du déroulement des élections en RDC a été livré hier à Obemminakou par des experts de cette structure invités par la CENI afin d'auditer le fichier électoral. Nous sommes une mission de l'Organisation internationale de la francophonie et qui a été dépêchée par la secrétaire générale suite à une requête de la CENI demandant l'audit externe du fichier électoral. Et compte tenu de l'importance et de la sensibilité de cette opération, l'Organisation internationale de la francophonie a estimé qu'il était nécessaire d'envoyer une mission exploratoire pour arrêter, sinon pour définir les termes de référence de cette opération d'audit, mais que nous voulons inclusive. Inclusive, cela voudrait dire que nous voulons la participation de toute la classe politique dans sa composition intégrale, pour beaucoup plus de transparence et beaucoup plus d'adhésion aux résultats qui seront certainement obtenus à la fin de cette opération d'audit. Peu après avoir accordé l'audience à la délégation de la francophonie, le speaker de la Chambre basse du Parlement a conduit les débats sur la loi électorale revisitée en fonction du découpage territorial, exercice auquel s'est appliqué le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité en vue de structurer les nouvelles circonscriptions électorales. C'est pour la deuxième fois dans une même semaine que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, se présente devant la représentation nationale. Pour ce vendredi, c'est ce député national qui est à la base de la convocation d'Évariste Bochab. Christophe Lutundula, à travers sa question orale avec débat, voulait savoir comment le gouvernement compte-t-il rencontrer dans les délais impartis les contraintes liées aux élections, mais aussi avoir des éclaircissements sur la mise en application de la loi sur les découpages territoriaux. En votre qualité de vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, ayant à ce titre en charge notamment le dossier des élections, ainsi que celui de l'installation de nouvelles provinces, pouvez-vous dire à la représentation nationale comment le gouvernement de la République entend-il prendre en charge ces contraintes qui sont des préalables obligatoires à la mise en œuvre du calendrier électoral global d'une part et installer toutes les 26 provinces, nouvelles provinces, au même moment dans le délai maximum. La première question est inopportune selon certains élus, car relevant de la compétence de la CENI et non du ministère de l'Intérieur. On veut donc nous glisser dans les contrôles indirects à travers le gouvernement de la CENI. Pour la seconde, certains élus du peuple voient dans la démarche de Christophe Lutundula un faux fuyant. Ce comportement cache qu'on est faible et on a peur des élections. On sait que lorsqu'on va organiser les élections locales, on ne gagnera rien. C'est pourquoi cette question a été adressée. On croit qu'on va freiner l'élan que nous avons déjà pris. Non, il y aura élection. Le débat autour de la question a été houleux et Évariste Bochab revient samedi pour rencontrer les préoccupations de la Chambre basse du Parlement. En votant toutes ces lois, À part des questions électorales, la journée d'hier a aussi été marquée par l'ouverture de la première réunion des services des États membres de la CIRGL chargés de lutte contre la fraude et la contrebande minière, une rencontre qui vise à mettre de l'ordre dans la traçabilité des minerais. États membres de la CIRGL en charge de lutte contre la fraude et la contrebande minière vont réfléchir sans complaisance sur les stratégies communes à mettre en place pour juguler ces fléaux dans la sous-région. Tout en souhaitant la bienvenue aux délégués de 12 États membres, le coordonnateur national de la Commission de lutte contre la fraude minière, Pascal Niembo Muyumba, salue l'engagement permanent de tous les chefs d'États membres signataires de l'accord de Lusaka le 30 novembre 2006. Je profite de cette occasion pour saluer l'engagement que tous les chefs d'État de la région du Grand Lac manifestent dans le cadre permanente d'une résolution durable de cette question de lutte contre la fraude minière et de contrebande, dans le but de renforcer la traçabilité de nos minéraux au niveau de la sous-région et sur sa crédibilité au niveau international.
Les délégués sont également invités à plus d'assiduité dans leurs échanges par le ministre des Mines, Martin Kaboué-Loulou. Le ministère des Mines de la République démocratique du Congo salue la tenue de cette réunion, car mon ministère est impliqué résolument à la mise en œuvre de 6 outils de lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles de la CIRGL. Je souhaite que les assises vont porter des fruits que nous attendons. Au nom du Premier ministre empêché, le vice-premier ministre et ministre de PT Antique, Tomalua Kalosenjola, remercie tous les États membres d'avoir autorisé leurs délégués à effectuer les déplacements pour Kinshasa, vu l'importance de ces assises. La fraude et la contrebande minière intra- et ou transfrontalière, l'évasion fiscale, les blanchiments des flux financiers, en créant de temps en temps des tensions entre les États membres. Pour ce faire, tous nos États membres ont la mission de bannir tout ce qui peut freiner notre élan vers le développement durable et surtout tout ce qui peut créer l'instabilité et l'insécurité ou encore détériorer les relations entre États membres. Cette première réunion de service des États membres de la CIRGL en charge de lutte contre la fraude minière se clôture ce samedi 18 avril 2015 à l'hôtel Memling de Kinshasa. L'agriculture est également au centre des préoccupations des dirigeants du pays, tel que manifesté par le ministre des Finances à Washington, où il a pris langue avec des partenaires désireux de venir investir en RDC. Le parc agro-industriel de Bukangalonzo, initiative du gouvernement de la République, est fort apprécié par les partenaires de la Banque mondiale. Au total, 22 parcs de même type seront construits à travers le pays. Au cours de cet atelier, il était question pour les partenaires d'étudier les voies et moyens, surtout de cerner les attentes de la RDC pour venir en appui à ce projet, véritable levier pour la relance économique du secteur agricole. Cette réunion, qui s'est déroulée en vidéoconférence avec les experts sur place en République démocratique du Congo, ceux de France et du Royaume de Belgique, s'est référée aux expériences passées, question d'en prévoir l'avenir et pérenniser ces vastes projets. La partie congolaise, représentée par le ministre des Finances, Henri-Yves Moulang, et la Banque mondiale par les directeurs des opérations, ont convenu d'organiser dans les tout prochains jours un forum sur la promotion des investissements avec un focus sur l'agriculture, une manière d'attirer les investisseurs dans ce secteur. Henri-Yves Moulang a par ailleurs eu des échanges avec une délégation de la coopération nippone sur la construction du barrage hydroélectrique Inga 3 en vue d'augmenter la desserte en électricité. C'est pour mobiliser des fonds nécessaires en faveur du grand projet d'Inga 3 que le ministre des Finances de la République démocratique du Congo a multiplié des rencontres à Washington avec différents partenaires. L'agence japonaise de développement JICA, qui a fait ses preuves en RDC dans le domaine des infrastructures, s'est dit intéressée par ce projet à caractère non seulement national, mais aussi et surtout régional. J'ai discuté avec son Excellence Monsieur le Ministre que nous allons envoyer une équipe d'experts qui vont explorer la possibilité de coopération. De son côté, Henri-Yves Moulang a salué le niveau de relations entre le Japon et la RDC, traduit en actes par plusieurs projets, notamment INPP, route poids lourd, pont maréchal et autres. Nous avons eu à explorer des nouvelles possibilités de coopération dans le domaine de l'énergie. Puis nous avons examiné l'opportunité de pouvoir nous accompagner dans la réhabilitation de certaines turbines au niveau de Inga 2. Comme ça, nous allons accroître la capacité de desserte en électricité par rapport à la population. Il faut dire que ce projet concerne principalement la réhabilitation des turbines d'Inga 1 et 2, ainsi que la construction de l'énergie électrique en vue de couvrir les besoins de la population de pays africains. Le ministre en charge des travaux publics a échangé hier avec une délégation
de l'UNOPS et le gouverneur du Sud Kivu au sujet de la reprise des travaux sur l'axe routier Bourole-Chabumba. L'objectif est de profiter de la calmie constatée sur le plan sécuritaire pour faire avancer les travaux. Écoutez le gouverneur du Sud Kivu, Marcelin Tichambo. Il est arrivé que les Raya Mutombo, qui c'est un groupe armé local, saisissent les clés des engins, mais les clés nous ont été remises depuis quelque temps par ceux qui sont sortis de la brousse. Et nous pensons que le travail peut se poursuivre plus intensément maintenant que les gens ont compris, j'espère, l'importance à ce qu'il y a à sécuriser la région pour qu'on se remette au travail sans avoir peur. Parce que le problème de sécurité nous est posé par nos partenaires, déjà ouvertes. Et la réflexion se poursuit, elle se poursuivra surtout avec l'Office de route qui travaille avec les attributaires pour l'entretien des routes ouvertes au trafic. L'autre difficulté que nous avons parfois, c'est faire comprendre aux gens qu'une route est importante quand on associe la route à des centres de production de façon à la rendre rentable, sinon très vite. On peut l'ouvrir s'il n'y a pas une activité commerciale qui a suivi, la route peut disparaître. Mais l'aspect sur lequel on a insisté aussi, c'est l'utilisation de la main-d'œuvre locale pour l'entretien des routes, mais ça nécessite une petite formation que nous espérons que nos cantonniers, même s'ils veulent travailler en IMO, auront à subir pour que même l'entretien se fasse. On a également insisté sur la nécessité d'une petite mécanisation de l'entretien, les compacteurs ou les tractopelles deviennent nécessaires pour que la route tienne et qu'elle fonctionne normalement. Des présumés rebelles ougandais de l'ADF Nalu dans la région de Béni menacent de tuer certains des agents de la MONUSCO en réaction. Le chef du bureau de la mission onusienne, Béni Lubero, doute que des rebelles soient auteurs de ces menaces. Jacob Mongeni appelle de ce fait la population à soutenir les forces de sécurité. Erika Smouissi. Pour les patrons de la MONUSCO au Grand Nord Kivu, cette menace ne leur déstabilise pas non plus. Dire que nous pouvons avoir peur, ce n'est pas vrai, car nous sommes venus ici, comme MONUSCO, pour s'entraider avec les gouvernements congolais pour éradiquer ce rebelle. Alors maintenant, les forces de sécurité travaillent partout à Béni pour décompter cette difficulté. Par ailleurs, il a invité la population à soutenir avec efficacité les forces de sécurité pour retrouver une paix durable. Il y a des gens qui disent que la MONUSCO collabore avec l'USADF. C'est une fausse histoire. Nous demandons à toute la population de soutenir les FARDC et la MONUSCO pour le retour d'une paix durable, mais aussi dénicher et connaître l'objectif de ces égorgements. Rappelons que le présumé rebelle ougandais ADF ont tué cette semaine environ 18 personnes en territoire de Béni. À Rutshuru, dans le Nord Kivu, la société civile souhaite la reprise des enseignements la semaine prochaine après 5 jours de grève des enseignants. Les enfants ont la place à l'école et non à la maison. Patrick Sialoura. Vendredi 17 avril, cela fait 5 jours que le territoire de Rutshuru est sans activité scolaire. Cette situation inquiète la société civile de Rutshuru qui plaide pour la prise en compte par le gouvernement congolais des revendications des enseignants des secondes du Nord Kivu. Joseph Malira, qui en est son vice-président, affirme que dans cette situation de grève, les victimes se nomment tout simplement les élèves et écoliers. Ils sont toujours en grève, nous sommes entrés puisque nous parents, nous sommes aussi quand même offensés malgré qu'ils ont le droit de pouvoir revendiquer, mais aussi nous sommes perdants puisque après tout, les parents paient la prime qui supprime quand même le salaire de l'État. C'est ainsi que nous avons abordé les démarches de nouveau avec le comité de CICO pour l'échange. Et moi, qu'on puisse peut-être se limiter au niveau de soit demain pour reprendre le cours lundi. Nous sommes en train de plaider pour les enfants en tant que parents parce qu'ils ont été servis d'un mois
Le deuxième mois est à route. Selon nos sources à Rutshuru, les enseignants auraient déjà été payés le mois de février, mais il reste divisé si oui ou non il faut reprendre les cours la semaine prochaine avant que le mois de mars ne leur soit payé. Dans le conseil provincial des ministres, présidé par le vice-gouverneur Maître Feller Lutaïtiwa, jeudi, le gouvernement provincial a confirmé que le mois de mars est déjà disponible dans le compte de la Caritas pour un prochain paiement, tout en demandant aux enseignants de Rutshuru de reprendre avec la craie. Pendant ce temps, des enseignants de Mbujima et au Kasaï oriental peuvent s'estimer heureux d'être dotés de nouvelles écoles construites dans le cadre du projet PRIS dont ils ont pris possession dernièrement.